Bonsoir, Jérôme Cahuzac, ministre du Budget. Bonsoir. Le débat va venir à l'Assemblée nationale à partir de mardi sur ce budget. On va parler de tout ça avec vous. Je voudrais déjà montrer quelque chose qui figure dans votre bureau, dans un cadre. Face à vous, vous avez ce dessin original de Picsou qui plonge dans son Tador. Faites attention parce que le Tador n'est pas très profond en France en ce moment. Vous pourriez vous faire mal. Oui, c'est bien possible. C'est une couverture de Picsou Magazine qui m'a été offerte après avoir été encadré par des amis qui avaient décidé de m'offrir une petite fête le jour de mon anniversaire. J'ai trouvé ça tellement drôle que j'ai décidé de le mettre dans le coin du bureau du ministre du Budget qui est réservé au ministre du Budget. Il y met ce qu'il veut, puisque tout le reste est inchangé depuis que Michel Charasse avait pris possession de ce bureau il y a maintenant quelques années. Donc ça vous amuse quand on vous appelle Super Picsou ? Pour l'instant, vous êtes le premier à l'avoir fait. Mais il faut prendre ça avec humour, oui, bien sûr. Alors, dans l'actu, il y a cette histoire de blanchiment d'argent autour d'un trafic de drogue. Bon, il y a une élue des Verts qui peut être impliquée, on ne sait pas trop, en tout cas, qui dit qu'il n'y a pas blanchiment d'argent. En revanche, elle reconnaît qu'elle a voulu faire revenir de l'argent de Suisse sans le déclarer, donc pour ne pas avoir à payer les impôts. On a l'impression que ça compte moins pour elle que le blanchiment d'argent. Elle a raison, ça vous choque ? Alors sur le cas particulier, qu'il s'agisse de blanchiment ou de gains dissimulés, soit il y a le secret de l'instruction, soit il y a le secret fiscal, et je suis soumis aux deux de la manière la plus stricte qui soit, donc je n'en dirai rien. Non, elle a l'air de reconnaître qu'elle a fait revenir de l'argent. Donc je n'en dirai rien. Oui. En revanche, ce que je veux vous dire, c'est que la lutte contre la fraude fiscale, contre l'évasion, ces sujets-là sont des priorités de l'action que je mène avec Pierre Moscovici, et qu'au mois de décembre, dans le projet de loi de finances rectificative, je proposerai au Parlement un certain nombre de dispositions qui viseront à faciliter le travail d'une administration qui aujourd'hui se trouve, je crois, trop souvent contrainte dans son action par des textes, je crois, insuffisamment protecteurs de l'intérêt général. Alors il y a un pays, ou plusieurs pays européens d'ailleurs, qui ont signé des conventions avec la Suisse, c'est-à-dire on abandonne les poursuites contre ceux qui ont fraudé le fisc, mais en échange, les banques suisses dédommagent le pays concerné. Et apparaît-il, ça rapporte pas mal d'argent, peut-être plus que la traque à la fraude, qui est plus difficile à déceler. Vous n'êtes pas intéressé par cette méthode ? Pour l'instant, des accords ont été signés, mais en Europe, aucun n'a été ratifié. L'Allemagne a signé un accord, mais le Parlement allemand semble considérablement hésiter à ratifier cela. Car je vois bien l'intérêt pour les finances publiques. On récupère de l'argent tout de suite, mais je vois aussi l'inconvénient. On délègue finalement à une puissance étrangère le soin de contrôler les revenus et les gains de ressortissants nationaux. Il y a, j'ajoute, un élément dont on ne peut méconnaître l'importance. Cela pourrait prendre une forme d'amnistie fiscale, je crois, choquante en ces périodes où on s'apprête à demander des efforts conséquents à tous les Français. Donc c'est non. La décision n'est pas prise, mais vous voyez qu'il faut balancer entre l'intérêt pour les finances publiques et une forme de constance dans la politique que l'on veut mener contre l'évasion et la fraude fiscale. Je maintiens, à ce jour et en Europe, aucun pays n'a ratifié ce type d'accord. Aujourd'hui, le JDD a publié un sondage qui montre que si on votait pour la présidentielle, eh bien Nicolas Sarkozy serait en tête au premier tour et qu'au deuxième tour, entre François Hollande et lui, on ne sait pas trop qui gagnerait, ils sont à 50-50. Tout ça vient d'une déception qui semble indiquée par différents sondages publiés tout au long de ces dernières semaines. Et la déception, elle vient peut-être également de ces plans sociaux à répétition. Beaucoup avaient pensé que François Hollande, qui avait parlé d'interdiction des licenciements boursiers, de lois qui obligeraient les propriétaires à vendre leurs entreprises à un repreneur, eh bien que ces lois ne viennent pas et donc il y a comme ça beaucoup de déceptions. Voici ce que disait cette semaine une responsable syndicale de l'usine Technicolor qui va fermer à Angers. Aujourd'hui c'est nous, mais demain ça va continuer la casse. Mais putain, qu'est-ce qu'il fait Hollande? Le changement c'est maintenant, il paraît. Eh ben viens, c'est maintenant, oui. Maintenant avec des lois. Moi je comprends la réaction de cette salariée, comment ne pas la comprendre d'ailleurs. Nous sommes en fonction depuis moins de 4 mois. Le mandat c'est 5 ans. Le changement c'est maintenant, ce qui veut dire que c'est maintenant que les politiques changent. Mais les résultats de ces politiques qui ont changé, ces résultats-là, comment ne pas comprendre qu'il faut un peu de temps pour les constater. Quant aux plans sociaux, on sait aussi ce qu'il en fut. Récemment ont été publiés
les comptes rendus de certaines conversations. Mais eux, ils avaient compris que ça changerait tout de suite. Ils ont manifestement compris cela. Je peux comprendre cette déception, mais il est aussi de mon devoir, à moi comme à d'autres, d'indiquer que si les politiques ont changé maintenant, les résultats, je me répète, eux, doivent attendre que ces politiques précisément se mettent en œuvre. Quant aux plans sociaux, je reviens à ce que je souhaitais vous dire, on sait qu'avant les élections, c'est le président de la République précédent lui-même qui téléphonait à tel dirigeant, l'espèce de dirigeant de Peugeot, pour lui dire « Vous avez su trouver ma porte quand vous étiez en difficulté, j'espère pouvoir trouver la vôtre, maintenant que je suis en campagne électorale. Et donc attendez que le deuxième tour de l'élection ait eu lieu pour déclencher vos plans sociaux. » Beaucoup d'entreprises ont fait ça. Enfin, parce que malgré tout, je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. Une loi pour produire ses effets, ça nécessite un certain temps. Il y a des urgences. Les urgences, cet été, ça a été pour notre pays de prendre des dispositions qui garantissent que sa parole serait respectée, non pas pour obéir à je ne sais quelle contrainte extérieure, mais parce que si nous donnions l'impression de ne pas respecter cette parole, les choses seraient peut-être pires encore. Alors il faut affronter une déception que j'espère passagère, une déception dont je fais référence au même sondage que vous, celui de Journal du Dimanche d'aujourd'hui. Vous constaterez que parmi ceux qui ont voté François Hollande au premier tour, ceux-là manifesteraient leur intention de procéder au même choix. Il me semble que cet élément-là est important. Le principe directeur du budget, c'est les revenus du capital vont être taxés au même niveau que les revenus du travail. Voici ce que disait à ce sujet Pierre Moscovici quand avec lui vous avez présenté ce budget. Il n'est pas normal que l'on soit moins taxé lorsqu'on s'enrichit en dormant que lorsqu'on peine en travaillant. J'ai l'impression de réentendre François Mitterrand version 1981 en pleine idéologie. Pour moi, ce n'est pas l'idéologie, c'est la justice. Expliquez-moi sinon ce qui justifierait qu'1 euro de capital soit moins taxé qu'1 euro de travail. On a un effort à faire, tout le monde doit y participer. Le capital est plus risqué. On peut perdre de l'argent quand on investit. Allez demander à la salariée dont vous avez tout à l'heure recueilli et publié le témoignage si son travail n'était pas risqué. C'est pas risqué d'être salarié dans telle entreprise quand on menace de licenciement tant et tant de cette entreprise-là. Le risque est pour tout le monde aujourd'hui. Il n'est pas de même nature pour ceux qui investissent que pour ceux qui y travaillent. Mais prétendre que les salariés ont une activité sans risque quand le risque ne serait assumé que par les seuls investisseurs, je crois que ça n'est pas très lucide comme point de vue. Alors tout de même, on se souvient que pendant la campagne présidentielle, vous aviez été extrêmement surpris lorsque dans une émission de télévision, mots croisés, vous aviez appris que François Hollande venait de proposer de taxer les super revenus à 75%. Manifestement, ça n'avait pas l'air de vous enchanter. Vous n'êtes pas un idéologue, vous vous sentez bien dans ce gouvernement, vous ne sentez pas prisonnier d'une idéologie. On attaque les riches, on attaque les entreprises. On n'attaque personne, on n'attaque ni les riches ni les entreprises. D'ailleurs, être riche, si je vous en demandais la définition, vous peineriez à me la donner. Et la vôtre ? Et moi de même. Précisément, il n'y a pas de définition parce qu'on est toujours le riche ou le pauvre de quelqu'un. Je sais ce que c'est que le revenu médian, c'est-à-dire je sais que la moitié des Français gagnent moins de 1 600 € par mois. Donc la moitié gagne davantage. Je sais ce que c'est que le patrimoine médian, c'est-à-dire je sais que la moitié des Français ont moins de 150 000 € de patrimoine. Je sais aussi ce qu'est la détention de la richesse nationale pour les 10% ou les 1% les plus aisés de nos compatriotes. Tout cela donne des éléments objectifs, mais ne définit pas pour autant ce que c'est qu'être riche. Et donc pour ma part, précisément parce que je ne crois pas être mu par je ne sais quelle idéologie, si en revanche j'ai des convictions assez fortes, pour ma part, ce que je crois, c'est que quel que soit son niveau de patrimoine ou son niveau de revenu, il faut contribuer au redressement du pays à mesure de ce patrimoine et de ce revenu. Donc vous vous sentez bien dans ce gouvernement? Je n'ai aucun problème, je vous assure. Et le fait qu'il passe pour être hostile aux entreprises, parce que quand même il a gagné cette réputation, fondée ou pas, je n'en sais rien, on va en parler durant l'émission, mais il a gagné cette réputation. Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que ça vous inquiète? C'est gênant parce que je juge cela infondé, mais en même temps ce jugement il faut en tenir compte. Est-ce que ça m'inquiète? En partie, car on ne redresse pas ce pays en donnant l'impression que les entreprises n'y contribueraient pas. On ne redressera ce pays qu'avec les entreprises et certainement pas contre. Mais en même temps, dans la gestion par exemple des petites et moyennes entreprises, dans la gestion des entreprises de taille intermédiaire, que l'on me dise ce que sont des mesures nouvelles que nous prenons dans ce projet de budget et qui pénaliseraient ces entreprises-là. Soyons sérieux. La plupart des mesures ne concernent que les très grandes entreprises. Pour toutes les autres, on a justement, précisément, mis un soin jaloux
à s'assurer que ça ne perturberait pas leur fonctionnement. Alors je sais très bien ce qui s'est dit, je sais très bien ce qui s'est fait, à l'occasion d'une mesure d'ailleurs ponctuelle, dont on a pu reconnaître ici ou là. Mais vous aurez l'occasion d'en parler tout à l'heure, parce que vous aurez un débat avec un chef d'entreprise. Mal expliqué, donc mal comprise. Ben, expliquons-nous. Mais sur l'essentiel, sur le fond, c'est l'intérêt même des entreprises que notre pays se désendette, car tant que la puissance publique s'endette, c'est-à-dire emprunte, ben, c'est autant d'argent qui ne s'investit pas dans les entreprises. Et donc nous désendetter, c'est aussi un élément de compétitivité dont j'aimerais qu'on parle un peu. Eh bien, on va en parler précisément dans la séquence qui va suivre, puisque justement, elle va être consacrée à cette question de savoir si vraiment la France peut tenir ses engagements de réduire son déficit l'an prochain à 3% de son produit intérieur brut. A tout de suite.